Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont... pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. À Baie-Saint-Paul, les pompiers volontaires reçoivent une formation pour le sauvetage sur glace. À Saint-Marc-des-Carrières, le robot Lucas peut maintenant aider à sauver des vies. À Plessisville, l'organisme Impact Emploi accompagne les personnes issues de l'immigration. Dans la Matapédia, une semaine thématique pour lutter ensemble contre l'intimidation. À Chandler, la Légion royale canadienne remet des bourses aux étudiants de l'école secondaire pour ne jamais oublier. À Vaudreuil-Dorion, on aborde le thème du racisme dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. À Montmagny, la Société Saint-Vincent-de-Paul distribue quelques 80 000 $ aux organismes qui viennent en aide à ceux qui en ont besoin. À New Richmond, l'auteur-compositeur-interprète Johnny Arsenault lance son premier album. À Rawdon, la Saint-Patrick, ça se fête en grand. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre à Forestville, où un patient atteint d'un cancer du poumon donne 20 000 $ en dons à la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan. Atteint d'un cancer du poumon stade 4, Pierre Bouchard de Forestville en passe des heures dans les hôpitaux de la région. Reconnaissant des bons soins qu'il reçoit, il redonne 20 000 $ à la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan. Le Foresvillois souligne le travail exceptionnel de ceux et celles qu'il surnomme ses petites abeilles, soit les infirmières et les médecins. Selon ses observations, il manque beaucoup d'équipements dans les hôpitaux et il y a des réparations à faire. Il s'inquiète sur l'avenir de l'hôpital si aucun argent n'y est investi. Pierre Bouchard effectue ses traitements de chimiothérapie à Bécomo depuis 13 mois. À toutes les fois, il reçoit un service exemplaire. Il dit même aimer la nourriture qui est servie, contrairement à la pensée populaire. Le donateur veut démontrer qu'il n'y a pas que du négatif qui se passe à l'hôpital, mais qu'il y a bel et bien de belles histoires comme la sienne. Pour faire son don, M. Bouchard a contacté la directrice générale de la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan, qui améliore les soins de santé offerts de Sacré-Cœur à Bétrinité. Elle couvre donc la Haute-Côte-Nord et la Manicouagan. Pour Chantal Asselin, il s'agit d'un deuxième don d'envergure en moins d'un mois. Elle était émue de voir l'élan de générosité de Pierre Bouchard. Le Foresvillois a pu décider à quelle fin sera utilisé son argent. Il servira entre autres à l'achat de plusieurs équipements, dont un Doppler artériel pour le bloc opératoire, un argon pour endoscopie, une caméra endoscopique. De plus, un équipement sera spécialement acheté pour le CLSC de Forestville. M. Bouchard a été diagnostiqué il y a 13 mois, mais il se doute depuis 1 an et demi qu'il est atteint du cancer. Même s'il manquait de souffle, il n'a pas été consulté rapidement. C'est au mois de janvier 2024 qu'il consulte et qu'il apprend qu'il souffre du cancer du poumon. À partir de ce moment, s'enchaînent les traitements de radiologie à Chicoutimi et de chimiothérapie à Bécomo. Le retraité de 68 ans n'avait jamais été malade de sa vie. Il tient à remercier tous les membres du personnel qui l'aident à passer à travers cette épreuve, sans nommer de nom puisqu'il a peur d'en oublier. M. Bouchard n'a pas demandé l'anonymat car il veut inciter ses amis, connaissances ou tout autre citoyen qui en sera inspiré à faire la même chose. Mathieu Larivière de TVCO nous rapporte que les pompiers volontaires de Baie-Saint-Paul ont tenu récemment une formation pour le sauvetage sur glace et qu'il fallait ne pas avoir froid aux yeux pour y participer. Le service de sécurité incendie de la ville de Baie-Saint-Paul a récemment accueilli une firme spécialisée en sauvetage sur glace afin de former ses pompiers à ce type d'intervention. L'équipe de TVCO a rencontré la capitaine des pompiers Dominique Maltais afin d'en apprendre davantage sur cette activité de formation.
Bonjour Dominique Maltais, merci de nous recevoir à la caserne de Baie-Saint-Paul aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, on a assisté au courant de la fin de semaine dernière à une formation du service incendie de la ville. Parle-moi un peu plus. Bien, écoute, c'est une formation nautique qui va être donnée là, sur un espace de 3 ans ici à 20 membres du service incendie. À des pompiers volontaires? Oui, à des pompiers volontaires, exactement. Donc, à différents niveaux. Et ce que tu as vu en fin de semaine, là, c'était vraiment la formation sauvetage sur glace. Donc, c'était vraiment précisé là, particulièrement là, sur le sauvetage en hiver avec le fleuve, les glaces, les marées. Donc, c'est tous ces sujets-là là, qu'on a pu pratiquer en fin de semaine. La 138, la 362 aussi. On est tout habillés en jaune puis en rouge, c'est quand même assez pratique. Oui, hein? Fin de semaine de 3 jours de formation, différentes activités durant la fin de semaine? Oui, effectivement, on a commencé dans le fond par une formation théorique là, le vendredi soir. Et samedi, dimanche, là, on a fait plusieurs simulations, plusieurs pratiques là, sur les glaces. Sur le fleuve aussi, là, dans l'eau, dimanche matin, on a dû modifier l'horaire un petit peu là, pour avoir l'accessibilité à l'eau parce qu'avec les marées, bien, vous savez que des fois, l'eau, il faut aller la chercher très loin. Donc, dimanche matin, il fallait que tout le monde là, se réveille tôt pour pouvoir faire la pratique dans l'eau. Conditions hivernales qui étaient un peu particulières. On sentait qu'on était bien au Québec durant l'hiver. Oh oui, on était définitivement au Québec. Un beau -20 avec une petite brise là, du sud-ouest le dimanche matin. Donc, c'était pas très chaud, mais écoutez, on avait déjà fait l'exercice le samedi. On savait un petit peu à quoi s'attendre. C'était un petit peu nuageux aussi, donc on savait qu'on allait pouvoir enlever quelques degrés là, au niveau de la température. Oui. Donc, il fallait seulement s'habiller là, de manière appropriée là, pour faire l'exercice. Il n'y a personne qui a eu froid. Je t'avouerai que c'était pas super chaud là, au niveau du visage, parce que ça reste que le visage, là, les gars qui étaient en habit de Ice Commander, qu'on appelle, là, le visage n'est pas nécessairement couvert, est en contact aussi parfois avec l'eau. Donc, ce qui faisait en sorte que c'était plus frisquet, là, mais la plupart n'ont pas eu froid et ont bien apprécié la formation. Comment ça a été reçu de la part de nos pompiers volontaires? Comment est-ce qu'ils sont ressortis de cette expérience-là? Bien, écoute, tout le monde ressort grandissant. C'est des nouvelles connaissances, savoir-faire aussi supplémentaire au niveau de nos 20 pompiers. Donc, tout le monde est très, très chaud à l'idée d'aller se former, d'avoir une nouvelle spécialité. Ça va s'en suivre aussi avec le maintien des acquis. Donc, ça va venir ajouter à nos formations là, mensuelles, à nos pratiques mensuelles, de nouvelles formations à faire. Donc, je te dirais que tout le monde était très enthousiaste là, face à l'idée d'être formé. Et puis, tout le monde a collaboré, avait le sourire au visage malgré le froid. Et puis, ça apporte des outils supplémentaires à notre sac à outils, des connaissances et des spécialités aussi, là, davantage au niveau de notre brigade. Est-ce que ça pourrait être amené à revenir dans 5 ans, dans 10 ans, ce type de formation-là? Comme je te disais, on va avoir la formation de base qui va toucher plusieurs types d'interventions selon les conditions climatiques et autres, comme je te disais tantôt. Mais par la suite, la formation va être acquise. Ça va être vraiment à nous d'avoir un programme de maintien des acquis pour faire en sorte que nos pompiers seront toujours aptes. Puis les connaissances, bien, s'il arrive de quoi dans 6 mois, dans 1 an, bien, ils vont se souvenir de la formation qu'on a eue en fin de semaine et de la formation qu'on va avoir aussi durant les prochains mois. Merci beaucoup, Dominique Maltais, d'avoir fait le tour de ce beau dossier avec nous ce matin. Bien, ça fait grandement plaisir. Merci à toi.
grâce au soutien de la Fondation Santé Portneuf, un nouvel outil pourra maintenant être utilisé pour sauver des vies. On écoute Arthur Bordelot de CJSR. Hier matin, la Fondation Santé Portneuf a annoncé l'acquisition d'un nouvel équipement pour l'urgence de Saint-Marc-des-Carrières. C'est l'appareil LUCA qui sert à assister les équipes médicales lors de la réanimation cardio-respiratoire. À la Fondation Portneuf, notre mission est claire. Soutenir nos établissements de santé en leur offrant les ressources nécessaires pour répondre aux besoins grandissants de notre communauté. Avec le vieillissement de la population et l'augmentation des interventions en réanimation cardio-respiratoire, il était essentiel d'agir dès maintenant pour doter notre urgence d'un outil aussi performant que le LUCA. Cet appareil révolutionnaire permettra d'optimiser la prise en charge des patients en arrêt cardio-respiratoire tout en soutenant nos professionnels de la santé dans leur travail quotidien, souvent mené sous pression et dans des conditions exigeantes. Le LUCA, c'est plus qu'un simple appareil. C'est un outil qui sauvera des vies. En assurant un massage cardiaque constant, précis et sans interruption, il permet à nos équipes de se concentrer sur d'autres interventions cruciales pour augmenter les chances de survie des patients. Ce projet n'aurait pas été possible sans le soutien inestimable de notre partenaire Promutuelle Assurance Les Bâtisseurs. On dit jamais assez merci. Un partenaire fidèle qui démontre, une fois de plus, son engagement envers le bien-être de notre communauté. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui, par leurs dons et leur appui à la Fondation, nous permettent de rendre de tels projets réalisables. Promutuelle Assurance a soutenu l'achat de cet équipement avec un don de 21 000 $. Madame Julie Pellerin, la directrice aux communications et à la responsabilité sociale, a parlé de l'implication de Promutuelle dans la communauté de Portneuf. Chez Promutuelle Assurance, nous croyons fermement que notre rôle va au-delà de fournir des assurances. Nous sommes présents aux côtés des gens, tant dans les bons moments de joie que dans des moments de difficulté. Donc, notre engagement envers la communauté de Portneuf se manifeste par des actions concrètes comme celles que nous posons aujourd'hui. La solidarité est au cœur de notre mission. En soutenant l'acquisition du système LUCA, nous démontrons notre volonté de contribuer activement au bien-être de nos concitoyens. Nous savons que chaque geste compte et qu'ensemble, nous pouvons avoir un réel impact. La proximité fait également partie des valeurs qui nous caractérisent et qui nous tiennent réellement à cœur. Être proche des membres de notre communauté signifie que nous comprenons leurs besoins et que nous souhaitons y répondre de manière tangible. C'est pourquoi nous sommes fiers de pouvoir offrir notre soutien à l'urgence de Saint-Marc-des-Carrières. Et en fait, c'est un établissement, on ne se le cachera pas, qui joue un rôle crucial dans notre région de Portneuf. L'appareil a été acquis en mars 2024. Déjà, 10 réanimations ont eu lieu, dont 8 ont été faites à partir de l'appareil. Possiblement que les 2 autres, c'était des jeunes enfants où les indications n'étaient pas permises. Donc, c'est quand même 80% là, des fois que l'équipement a été utilisé. Évidemment, LUCA ne remplace pas le personnel. C'est un équipement qui est complémentaire, qui leur permet de se dégager pour être en mesure de faire des tâches un petit peu plus complexes pour maximiser, encore une fois, la survie des personnes qui arrivent dans des situations très précaires. Je vous mets en contexte. On est de nuit à Saint-Marc-des-Carrières, donc 2 infirmières, 1 médecin. On reçoit un appel parce qu'on attend un arrêt cardio-respiratoire. Donc, à l'arrivée, j'ai le médecin qui s'assure des voies respiratoires, donc de poursuivre la ventilation. J'ai une infirmière qui se met au massage. Puis l'autre infirmière commence à essayer d'installer des voies intraveineuses pour pouvoir administrer la médication. C'est difficile de faire les prises de sang, de pouvoir installer un cathéter pour pouvoir donner la médication. On doit échanger d'infirmière, on stoppe le massage. La première infirmière s'en va essayer elle-même de mettre une voie intraveineuse. La deuxième infirmière poursuit le massage. On recommence. C'est difficile un petit peu. Les 2 infirmières veulent travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le médecin vient masser en stoppant la ventilation? Est-ce qu'une infirmière va faire la ventilation? Bref, ça devient complexe. Je vous remets la deuxième situation. Maintenant, on a Lucas. On est le soir à Saint-Marc-des-Carrières, 3 infirmières, un médecin, mais j'ai une infirmière qui est partie en escorte. Donc, j'ai seulement 2 infirmières sur le plancher. Donc, le patient arrive en arrêt cardio-respiratoire. Mais là, on a le système Lucas. Donc, rapidement, vous allez voir, Cathy va pouvoir l'installer. On installe le système LUCA, les infirmières ensemble. Et c'est débuté. Le massage est débuté, les infirmières sont là dégagées. On peut maintenant, à 2 infirmières, pouvoir donner la médication, aider à la ventilation pour que le médecin puisse se concentrer à trouver la cause de l'arrêt cardiaque.
et en collaboration avec l'infirmière. J'ai un usager maintenant qui était déjà sur civière, qui ne se sent pas bien, qui vient d'arriver à l'urgence. J'ai une des infirmières qui peut sortir de la salle de réanimation pour s'occuper d'autres usagers, ce que j'aurais pas pu faire si j'étais seulement 2 infirmières sans un système LUCA. Donc, certainement, pour mes équipes, ça dégage du temps, ça permet de maintenir en tout temps un massage cardiaque de qualité, ça permet une meilleure perfusion aussi au niveau de la circulation, l'oxygénation au cerveau, ce qui fait que si on réussit notre manœuvre de réanimation, on donne de meilleures chances de survie neurologique au point du cerveau aussi. Donc, oui, il y a l'aspect réanimation, mais il y a aussi après la réanimation, si on réussit à revenir en circulation spontanée. Sylvana Suarez de la Télévision de l'Érable rencontre Mélanie Saint-Pierre de l'organisme Impact Emploi pour parler des services qui sont offerts aux personnes issues de l'immigration. On va parler des services offerts à la population en 2024, oui, et comment s'est passé justement le 2024 pour l'immigration ici dans la région. Oui, bien, en effet, moi, je suis chargée de projet aux nouveaux arrivants chez Impact Emploi de l'Érable. Donc, tout le volet accueil et accompagnement dans les démarches d'installation des personnes immigrantes, bien, ça se passe entre autres chez Impact Emploi. Bien, pour l'année 2024, il y a eu 138 personnes issues de l'immigration qui ont été soutenues ou accompagnées dans nos services. Ça fait maintenant 4 ans là, qu'on offre le service. C'était depuis janvier 2021 qu'on a eu le soutien par le ministère de l'immigration provinciale pour offrir le service d'accompagnement. Puis j'ai regardé ça hier, depuis 4 ans, c'est 668 personnes immigrantes qui ont été supportées par notre organisme là, sur différents aspects de leur installation, de leur vie personnelle aussi. Donc, on est quand même fiers. Là, on est une équipe de 3 personnes chez Impact Emploi pour soutenir les gens issus de l'immigration. Donc, il y a Lourdes Gonzalez aussi et Gianni Serrazo qui travaillent avec moi sur cet aspect. Et quel service vous avez offert à la population en 2024 que, bon, pour justement accueillir l'augmentation des immigrants qui sont venus ici à la région? Bien, je résumerais que c'est un service vraiment qui est très personnalisé aux besoins de la personne qui est devant nous. Si c'est une personne qui arrive et immigre directement avec sa famille, bien là, on va appuyer dans l'inscription à l'école auprès de la commission scolaire des Bois-Francs, par exemple. Est-ce qu'on a besoin de francisation ou la personne est déjà francophone? Bien, s'il y a de la francisation, on va faire le lien avec le Centre André Morissette au niveau de la francisation appelée civile. Etc. T'sais, dans le fond, on voit vraiment qu'est-ce que la personne a besoin. On la questionne même sur, dans son pays, qu'est-ce qu'elle aimait faire. Est-ce qu'elle avait des hobbies ou des sports qu'elle pratiquait? Si oui, il y en a une équipe de soccer. On peut faire le lien. On est un petit peu les petites tentacules qui rassemblent un peu toute l'information pour que la personne ressorte d'une rencontre de bienvenue avec une vision globale de qu'est-ce qui se passe dans la MRC de l'Érable, c'est quoi les ressources, c'est quoi les services, c'est quoi mes prochaines étapes à faire pour vraiment faciliter mon inclusion dans la communauté et me débrouiller au mieux là, pour mon installation. Quels sont les défis justement que vous avez pour accueillir tous les immigrants qui viennent ici dans la MRC de l'Érable? Oui, bien, un des défis qu'on observe en fait depuis tous les changements au niveau de l'immigration qui ont été effectifs depuis fin septembre 2024, on ressent vraiment un besoin d'information de la part des gens issus de l'immigration. Ils nous interpellent vraiment pour, qu'est-ce qui se passe dû à tel changement? Est-ce que ça m'impacte ou pas? Ce que je peux se dire à ce sujet-là, c'est que n'hésitez pas à venir nous questionner chez Impact Emploi. On va peut-être être en mesure de soit vous donner une réponse ou vous référer à un consultant en immigration. Parce que c'est ça, des fois, quand c'est des questions trop légales avec des particularités selon le profil de la personne, nous, on n'est pas consultante en immigration canadienne et québécoise. Donc, c'est toujours des fois risqué de donner une réponse. Donc, on ne s'aventure pas trop dans les détails. Mais heureusement, dans les environs, il y a quand même quelques consultantes réglementées en immigration canadienne et québécoise à qui on peut référer les personnes quand c'est des questions plus pointues. Mais ça, c'est sûr que c'est un défi là, qu'on voit chez les individus, mais je pense
que les employeurs aussi vivent des répercussions des différents changements en immigration. Donc, ouais, un besoin d'information, je crois, puis un besoin que les gens se sentent soutenus et appuyés. Là. Donc, notre porte est ouverte, là, du moins pour accueillir les personnes et les questions, puis ensuite les soutenir du mieux qu'on peut dans le contexte. Oui, parce que vous, avant, je ne sais pas si maintenant, vous référez les gens pour la francisation aussi, parce que ça a été un sujet qui a changé beaucoup l'année dernière. Oui, en effet. Alors, pour les sujets de la francisation, c'est aussi important de chercher quelle organisation, justement, pour connaître la situation. Mais pour la MRC de l'érable, c'est encore et toujours le Centre André Morissette, qu'on appelle le PAM, là, qui offre la francisation. Il y a certaines choses qui ont changé, évidemment, comme on en a entendu parler dans les médias là, depuis l'automne. Mais notre avantage dans notre petite région, c'est qu'on est en étroite collaboration avec tous les acteurs, en fait. Donc, on est proche de la direction puis des intervenants du PAM, justement, en francisation. Donc, on peut continuer de référer les personnes et la francisation existe encore dans l'érable, là, heureusement. C'est juste qu'il y a certaines modalités qui ont changé, en effet. Oui. Et est-ce que vous avez reçu beaucoup de personnes avec des questions pour toutes les situations, les changements que... Ah oui. Ah oui, des questions de toutes sortes, que ce soit par rapport au renouvellement d'un permis de travail ou de celui d'un conjoint-conjointe, la francisation. Tu sais, c'est des questions classiques qu'on avait déjà auparavant parce que les permis de travail existent depuis des années, mais en fait, là, c'est qu'il y a des nouvelles réglementations, puis... plusieurs cas de figure différents. Donc, il y a encore plus de questions, justement, qui nous arrivent. Et par rapport à la manque d'informations, justement, qu'il y a sur tous les changements de l'immigration, est-ce que vous avez fait une pétition au gouvernement pour savoir un peu plus en avance de tous les changements qui s'en viennent aussi pour les 2025 ou comment ça va marcher? Oui, bien c'est sûr que nous, en étant un organisme financé par le ministère de l'Immigration au provincial, on reçoit quand même... l'information. C'est juste que pour informer la population, ben là, on est à voir, par exemple, organiser un webinaire en ligne avec un vrai professionnel. C'est quelque chose qu'on a déjà fait puis qu'on va répéter, c'est certain. Donc, par exemple, justement, une consultante réglementée en immigration qui fait un webinaire en ligne pour la population de l'érable, ben, ça permet d'avoir accès à de l'information puis même poser des questions à partir de chez soi. En général, c'est quelque chose qui est très apprécié par les années passées, donc c'est sûr qu'on va répéter à nouveau là, prochainement. Mélanie, merci beaucoup pour toute l'information. Merci pour les bilans aussi de 2024. Ce sont déjà beaucoup de personnes que vous avez reçues. Alors, on continue à voir les résultats des différents projets et activités en 2025. Merci. Merci beaucoup, Sylvana. Merci. Je rejoins maintenant Émilie Boulay-Chouinard de la télévision de la Matapédia pour faire le tour des dossiers de sa région. Émilie, bonjour. Bonjour. Émilie, parlons d'abord de la semaine contre l'intimidation. Oui, tout à fait. C'est une première dans la Matapédia. Tout ça est parti de la journée du 27 février, qui est la journée portée un chandail rose et contre l'intimidation. C'est une initiative qui est née, en fait, en 2007 en Nouvelle-Écosse. Il y a un jeune qui s'est présenté à Polyvalente, comme ça, un jeune homme avec un chandail rose, et il s'est fait intimider. Le lendemain, ses collègues, ses compatriotes de classe ont décidé de tous porter un chandail rose pour dénoncer. Et de là est parti le mouvement « Porte un chandail rose ». Et ici, on a un organisme communautaire qui s'appelle le Centre Éclosion, qui a une chargée de projet qui a monté un beau projet sur un an, 1+1 égale 1, ensemble contre l'intimidation. Et là, ils se sont dit, on fait quelque chose à la journée du chandail rose, mais... on fait ça sur une semaine. Donc, il y a des kiosques qui ont lieu dans plein d'endroits dans la Matapédia, les écoles secondaires, le centre d'éducation des adultes,
où on a les gens du Centre Éclosion qui vont se promener partout. Et on a fait une collaboration nous, avec la TVC et le Centre Éclosion pour faire un magnifique podcast qui s'appelle Un beau balado dans la bulle de Léa. On voit ici Léa, l'animatrice, des extraits du podcast qui sont disponibles à partir de cette semaine. Émilie, dites-moi, Émilie, oui? on va revenir sur le podcast, mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre l'intimidation? Oh! En fait, c'est d'être dans la bienveillance et dans le respect, la gentillesse, je dirais. C'est là. Puis quand on est victime d'intimidation, ou qu'on pense l'être, des fois, on n'est pas nécessairement certain que c'est ça qui se passe. Faut parler aux adultes, faut aller dénoncer, faut ne pas être honteux de vivre ça. Puis aller dénoncer. Il y a beaucoup de ressources qui existent. Faut consulter. Puis aussi, autant du côté de l'intimidateur, hein, c'est important aussi de les sensibiliser. Les gens qui des fois, n'ont pas conscience que c'est blessant, ce qu'ils font comme geste ou comme parole. Maintenant, vous avez, vous, à TVC Matapédia, tout l'équipement pour produire des podcasts. Parlez-moi un peu du podcast que vous venez de produire. Ben oui, on a fait un beau podcast dans le cadre de ce projet-là, dans la bulle de Léa, avec les gens du Centre Éclosion. C'est un 8 épisodes sur la bienveillance, démonter les préjugés face à l'intimidation et promouvoir la diversité sous toutes ses formes. Culturelle, sexuelle, sociale, neurodivergente. Donc, on a des invités dans tous ces sphères de la diversité qui viennent nous parler des épisodes d'une 20aine de minutes. Qui sont disponibles sur toutes les plateformes de balado et aussi en visuel, en vidéo sur YouTube et le site web de la TVC de la Matapédia. Un bel outil. Vous pouvez partager ça avec vos jeunes. Provoque des discussions. Là. Tu sais, c'est la semaine de relâche. Si tout ça en même temps dans le Québec en entier, la semaine de relâche, mais ça peut être intéressant là, pour si vous avez des trajets en voiture avec vos ados à conversation. Des fois, on ne sait pas trop par quel bout pogner ça comme sujet, la diversité puis l'inclusion. Ça peut être des beaux outils pour initier la conversation. Bien, bravo pour cette belle initiative. Parlons maintenant de votre club de curling. Déjà 40 ans qu'on joue au curling dans Matapédia. Hey, tout à fait. Un tour de force, hein, on sait, 40 ans pour un organisme, c'est très vieux. Un club sportif, des bénévoles qui tiennent ça à bout de bras depuis 40 ans. Et cette année, les gens, ça s'est passé là, dans le cadre du tournoi La Coupe des Jardins, qui a lieu à chaque année. Regardez comme c'est protocolaire. Ils nous ont fait une entrée, une ouverture officielle avec le joueur de cornemuse, mesdames et messieurs, rien de moins. Et les équipes qui font une procession de chaque côté de la glace. Et pendant ce magnifique tournoi, ils ont tenu à souligner les 40 ans. Vous voyez les jeunes hommes qu'on voit là, avec les vestes bleues et blanches à l'écran. Ce sont une équipe qui se sont rendus au championnat canadien, qui ont représenté la Matapédia. Puis, ils ont été les présidents d'honneur là, de la Coupe des Jardins pour cette année. Donc, une équipe à laquelle on ne s'attendait pas, qui ont fracassé des records. Ça a été parlé dans tout le Canada. Le monde de curling connaît ces 4 jeunes hommes matapédiens. Là. Donc voilà, on a souligné ça en grand cette année. Effectivement, un club en santé pour 40 ans de curling chez vous. Mais il y a une nouvelle activité, donc j'aimerais que vous me parliez. Là. Ça s'appelle le Challenge du lac Matapédia. Qu'est-ce que c'est, ça? Tout à fait. Ici, depuis quelques années, on a des gens qui se spécialisent ou se forment dans la course de traîneau à chien. Et là, cette année, un propriétaire de pourvoirie et de traîneau à chien a décidé de faire le premier événement matapédien qui s'appelle le Challenge du lac Matapédia, où des mocheurs ont pris part à la course. C'est devenu même une étape du circuit québécois des courses de traîneau à chien. Ici, on avait un mi-parcours, donc 60 km, qui a été fait dans la Matapédia. Une dizaine de concurrents ont participé, ont pu découvrir nos fabuleux paysages enchantés, enneigés, magnifiques, avec les beaux chiens. Toute une belle organisation sur une journée. Le gagnant a fait le 60 km avec ses belles bêtes en 3h23 minutes. Un mocheur du Nouveau-Brunswick qui a gagné cette étape du circuit québécois. Émilie, dites-moi, là, on sait maintenant qu'on peut aller jouer au curling chez vous, mais est-ce qu'on peut également, en tant que touriste, là, aller faire du traîneau à chien par chez vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est offert aux touristes?
Tout à fait, tout à fait. Pourvoirie Maxime Fournier, vous pouvez trouver ça sur les réseaux sociaux, sur les sites web. Vous pouvez réserver en ligne. Ça peut, oui, en effet, quelle belle suggestion d'activité. Là, on sait que c'est la relâche, encore une fois. Ça peut être une très belle façon de profiter du plein air pour les amoureux des animaux, hein, tout en bas. Oui, on le voit, là, et ça a l'air splendide, Émilie. Sérieusement, c'est magnifique. Là... On a l'impression qu'on vit dans un calendrier. Oui, pourquoi pas. En terminant, vous, comme partout ailleurs au Québec, là, on est dans toute la ronde là, des secondaires en spectacle, puis cégep en spectacle, mais vous autres, cette année, vous allez aller encore plus loin que ça. Racontez-nous. Ben oui, on est les chanceux, heureux qui accueillent le pan québécois de secondaire en spectacle. Okay. Donc là, c'est ça, là, nos finales locales se terminent. Cégep en spectacle, notre gagnant s'en va à la régionale. Les finales, là, c'est cette semaine ou la semaine prochaine pour le secondaire en spectacle. Et à la fin mai, début juin, 850 artistes débarquent à Amqui dans la Matapédia. 850? Partout à travers le... Oui, 850 jeunes. Ben, ça fait du monde à loger, nourrir et... entertainer, comme on dit. Oui. Donc, on les attend, on vous attend en grand nombre. Vous pouvez venir 2 soirs de spectacle, 3 spectacles en simultané, des ateliers pendant les 3 jours. Donc, ça va être hyper festif, hyper dynamique dans la Matapédia. Si vous êtes des amoureux de la scène, venez, prenez vos vacances pendant cette fin de semaine dans la Matapédia. Ça va se dérouler à quel moment, ce fameux pan québécois, cégep et secondaire en spectacle? Oui, c'est seulement secondaire en spectacle, le pan québécois. D'accord. Ça va se dérouler le 31 mai, 31 mai et 1er juin. Vendredi, samedi, jeudi, vendredi et samedi, là, de la fin mai, début juin. Alors, ce qu'on retient, on retient qu'on peut aller jouer au curling chez vous. On retient également que pendant la relâche, on peut aller faire du traîneau à chien, mais qu'à partir du mois de mai, il y a beaucoup de jeunes de partout au Québec également qui vont présenter des spectacles par chez vous. Exact. Puis n'oubliez pas d'écouter notre super podcast sur l'inclusion et la diversité dans la bulle de Léa. Bien, Émilie Boulay-Chouinard, merci beaucoup. C'est très apprécié. Et puis au plaisir de vous avoir à nouveau avec nous. Merci. Afin de sensibiliser les jeunes aux sacrifices faits par les anciens combattants, la Légion royale canadienne de Chandler remet des bourses aux étudiants de l'école secondaire. Un reportage de Georges Lambert de la télévision du Rocher-Percé. Afin de commémorer le jour du souvenir, la Légion royale canadienne, filiale 203 de Chandler, en collaboration avec Tony Langlois, professeur d'histoire à la polyvalente Monseigneur-Sévigny, a mis en place le concours pour ne jamais oublier. Cette initiative vise à honorer la mémoire des anciens combattants et vétérans et vétéranes ayant participé au conflit armé, ainsi que ceux qui ne sont jamais revenus. Ce n'est pas la première fois que des vétérans rencontrent les élèves, mais afin de les encourager à s'impliquer dans cette cause, la Légion a choisi d'offrir des bourses pour favoriser leur participation. Henri Vachon nous explique l'origine du projet. On a été, c'est la 3e année qu'on va à Monseigneur-Sévigny avec la classe de Tony. Puis tout le monde, ils sont vraiment... Les yeux sont ouverts, ils demandent des questions, puis on essaie de leur donner le maximum possible. En même temps, on a dit, tu trouves? Et pourquoi on ne donnerait pas des bourses aux étudiants pour être capable d'embarquer dans ce concours-là et en même temps de faire des recherches pour connaître qu'est-ce qu'ils ont fait l'armée canadienne durant la Première Guerre, la Deuxième Guerre, l'Afghanistan, la Corée, etc., etc. On est oubliés la plupart des fois. Mais vous autres, vous êtes nos futurs. On n'en veut pas de guerre. On n'est pas tous des combattants. On est plutôt des combattants de la paix. Donc là, le projet était de faire ça. Pour sensibiliser les jeunes aux vétérans, Tony Langlois organisait déjà une activité avec eux lors du jour du souvenir. Il espère que ce concours deviendra un héritage durable pour la Légion et la polyvalente. De toute façon, c'était quelque chose que je montais déjà chaque année, une célébration du jour du souvenir. Puis là, on est parti d'un concours national que Henri a carrément travaillé là, à la base. Puis ensuite de ça, on a travaillé ça en équipe avec M. Angléart aussi, avec d'autres collaborateurs à l'école. Puis on a mis sur pied ce concours-là, que j'espère ça va être un leg qu'on va rester pour la Légion puis pour l'école Monseigneur-Sévigny. Et qu'en ont pensé les participants? J'ai posé la question à leur professeur. Tous
Tony Langlois, lorsque vous avez proposé l'idée à vos étudiants, quelle a été leur réaction? Et je vous donne un choix de réponse. Mitigé, emballé, on veut rien savoir ou ben donc pas trop sûr? Ah non, ils étaient emballés, puis ils peuvent le dire. En fait, je les ai sondés, puis je les ai sondés il y a 3 ans. Évidemment, ces élèves-là sont rendus au poste secondaire ou sur le marché du travail, mais ils étaient emballés par le fait de rencontrer des vraies personnes qui avaient fait les Forces armées canadiennes. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine prochaine, on a quelqu'un des Forces armées canadiennes qui s'en vient dans mes classes de 5e secondaire. Fait que, puis pour le concours, ça a été la même chose. Fait que des fois, il y a certaines personnes qui se disaient « Ah, ben, je suis pas sûr que ça va fonctionner, c'est en dehors de l'école. » Mais les jeunes, il suffit de les motiver, puis ils embarquent pas mal dans tout ce vers quoi on va les emmener. Fait qu'on a quand même de très bons élèves à Monseigneur-Sévigny, puis ils étaient emballés, en fait, par ce concours-là. Tu sais. La participation témoigne. C'est un élève sur 4 qui a participé au concours. Fait que c'est quand même bien. Mathis Moreau-Kane, qui a remporté la 3e position, nous a présenté son dessin. Là, quand j'ai décidé de partir mon projet, je voulais commencer par mettre des aspects de la guerre sur ma feuille en bas. Que si je voulais mettre un soldat qui représente les anciens combattants, puis des aspects de la guerre comme des explosions, des barbelés, des trachées, des soldats qui sont blessés. Puis en haut de la page, je voulais montrer la scolarisation, puis la paix qu'on vit aujourd'hui. Comme ça, je voulais montrer qu'à cause des anciens combattants, aujourd'hui, on peut vivre en paix. Chloé Cyr a présenté son dessin qui lui a permis d'obtenir la 2e position. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un ancien soldat dans un champ de coquelicots. Puis, tu le vois pas de loin, mais il y a des drapeaux avec les anciennes armes, puis il y a la silhouette avec l'équipement. Ce qui m'a inspiré de faire cette toile-là, c'est que quand il y a eu la présentation, tout ce qu'ils ont dit, je me suis fiée à ça en principal, tout ce qu'ils ont dit. Puis ensuite, ils nous ont montré tout comme des petites affaires, des artefacts, puis tout. Et je me suis fiée à ça aussi, comme les anciennes balles, puis tout ça. Puis Tony avait des journaux qu'il nous a donnés. Puis c'est ça qu'il va avoir en arrière. Et il nous a passé des journaux. J'ai pris les photos les plus importantes selon moi de ce journal-là, puis je les ai collées à l'arrière. Ah, ça c'est beau. Enfin, Élisabeth Michel a touché droit au cœur les vétérans avec son poème, ce qui lui a permis d'obtenir la 1re position. Elle en a fait la lecture. Dans le froid de toutes les tranchées, dans la terre mouillée, ils luttaient pour cette paix. Pendant que les bombes tombaient, la terre tremblait. Chaque matin, il y avait un espoir d'un jour sans guerre. Chaque soir, la trouille d'un futur solidaire. Dans leurs yeux brillait une flamme, avec un désir très profond d'arrêter cette grosse larme. De jeunes visages, mais de vieux rêves, portaient des espoirs et des peines voulant qu'elles s'achèvent. Ils portaient une âme marquée par la terreur, mais dans leur grand cœur brûlait une flamme d'enthousiasme. Ils combattaient dans la boue, dans la neige, sous la pluie, affrontant l'ennemi sans savoir si le jour viendrait. Les tranchées étaient profondes, les espoirs souvent faibles. Les coéquipiers tombaient, les désirs se faisaient ténèbres. Cette année, le concours a commencé lors du Jour du souvenir. L'année prochaine, le concours débutera dès le début de l'année scolaire pour une remise de prix au Jour du souvenir. C'était Georges Lambert de la Légion royale canadienne de Chandler. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Chantal Bédard de CSUR.TV rencontre différents intervenants qui nous parlent de racisme dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs dans Vaudreuil-Dorion. C'est sur la télé s'est déplacé le 8 février dernier à l'Opticentre Saint-Jean-Baptiste à Vaudreuil-Dorion au lancement officiel des célébrations du mois de l'histoire des Noirs en compagnie de l'Association des personnes d'origine africaine et caribéenne de Vaudreuil-Soulanges. Pour notre association, honorer l'histoire des Noirs ne peut être un simple exercice de mémoire. C'est un appel à l'action. Présidente de la POAC, le mois des Noirs est important pour l'association. Vous organisez des événements à chaque année. Quel était l'objectif aujourd'hui, justement? Bien, l'objectif, vraiment, c'est de rassembler la communauté,
non seulement la communauté noire, mais la communauté plus large de Vaudreuil, d'Orion, Beauharnois, Salaberry. Et là, vous avez organisé ce soir des discours, des panels, de la musique. On a voulu quand même parler des impacts du racisme autour de nous. C'est quand même un sujet important. C'est un sujet qui nous touche, d'autant plus de nos jours, c'est vraiment de l'actualité. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, fait que ça donne l'espace pour les gens de vraiment vider leur cœur puis dire comment ils se sentent. Qu'est-ce que pour vous le mois de l'histoire des Noirs? Ben, le mois de l'histoire des Noirs, c'est une occasion qu'on a de faire connaître les contributions de gens qui changent le monde. Pour moi, dès qu'on parle de racisme, il ne faut pas que ce soit une histoire qui appartienne seulement à des communautés. C'est un problème qui appartient à tout le monde. Et donc, tout le monde doit participer à la solution. Mais pour que ça arrive, il faut que tout le monde comprenne qu'il peut être victime d'une forme quelconque de discrimination. Que ce soit les femmes, que ce soit les personnes des communautés LGBTQ. On connaît tous quelqu'un qui est victime d'une discrimination. À chaque année, APWAC, en collaboration avec plusieurs partenaires, organise le mois de l'histoire des Noirs. Vous pouvez voir comment que nos collaborateurs croient en la mission d'APWAC. Il faut toujours y croire, il faut toujours de l'aide. On ne réussit jamais seul. C'est ensemble qu'on peut réussir. Pour nous, membres du CA d'APWAC, ici présents, nous trouvons que ces mots résonnent avec force encore aujourd'hui. Nous ne faisons pas du mois de l'histoire des Noirs un simple hommage, mais une promesse, celle de lutter ensemble pour un avenir plus juste, plus inclusif et plus humain. Ensemble, nous ferons la différence. La Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny nous donne un bon exemple de ce que signifie l'expression « donner au suivant ». Mario Lacombe, de CEMA TV. Pour la deuxième année consécutive, la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny est heureuse de contribuer au financement de plusieurs organismes qui viennent en aide aux plus démunis de la MRC de Montmagny. Donc, pour 2025, ce sera un total de 80 000 $ qui sera distribué à ces organismes et ce sera réparti de la manière suivante. 11 organismes recevront chacun 4 500 $, dont la Maison d'Hélène, l'Ancre, le Havre des Femmes, le Trait d'Union et d'autres organismes. 2 autres organismes recevront chacune 12 500 $ et un don de 1 000 $ pour un défibrillateur à l'église Saint-Mathieu. Le reste ira au volleyball, 816 $, le panier de Noël, 500 $ et 3 184 $ que la fabrique redistribuera à un organisme. Lucie Lachance, présidente de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. C'est la deuxième année que la Saint-Vincent-de-Paul remet des dons. La Saint-Vincent-de-Paul est un organisme à but non lucratif qui recueille les dons fournis par la population. Puis ensuite, il y a une armée de bénévoles qui s'active pour trier le matériel. Premièrement, merci à toute la population qui nous donne généreusement des dons variés. C'est fou ce qu'on reçoit ici. Des fois, souvent avec l'étiquette, il y a toutes sortes de choses. Des choses qu'on ne sait même pas c'est quoi. Donc, il faut prendre le téléphone, puis là, on fait « Ah, c'est à ça que ça sert ». On ne sait pas toujours. En 2024, c'est fou, c'est plus de 4 200 heures de bénévolat qui ont été faits ici. En terminant, vous pouvez aider votre Saint-Vincent-de-Paul à Montmagny par des dons financiers, du bénévolat ou des dons de biens tels que vêtements et de la nourriture. Vous pouvez également aider par d'autres façons. Renseignez-vous auprès de l'organisme de la Saint-Vincent-de-Paul à Montmagny. Mario Lacombe à Montmagny pour CEMA TV. Information. Éric Robert-Joseph de Télévague était à New Richmond pour le lancement du premier album de l'auteur-compositeur-interprète Johnny Arsenault. Télévague a rencontré Johnny Arsenault, artiste gaspésien, qui lançait son premier album complet, Les Aurores, qu'il nous a présenté le 15 février dernier à la salle régionale Desjardins de New Richmond.
Bienvenue au lancement de mon premier album, tout le monde. Bonjour Johnny, ce soir tu nous présentes ton nouvel album. Oui, premier album complet qui vient tout juste de sortir. Ouais. Peux-tu nous en parler un peu? Peux-tu nous dire le titre? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour cet album? Cet album-là s'appelle Les Aurores. Puis j'aime dire que c'est un album retour aux sources pour moi, parce que c'est un album qui s'est mis à prendre vraiment vie au moment où je suis revenu ici, dans la baie des Chaleurs, en Gaspésie. Puis les textes, tout l'univers de l'album sont apparus vraiment à ce moment-là. Il y a environ déjà, mon Dieu, peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Fait que c'est ça, tous les textes et l'univers de cet album-là découlent du moment où je suis revenu par ici, auprès des miens, des gens que j'aime, puis de l'endroit où j'ai grandi aussi. Et si c'était je suis tombé sur ton chemin, déjà trop tard. J'avais dépensé des années. Qui a participé avec toi sur cet album? J'ai été super chanceux. On a enregistré ça au studio Tone Bender à Montréal. Puis j'ai eu le réalisateur Gauthier Marinoff auprès de moi. Puis dès que Gauthier est rentré dans la machine pour l'album, tout est devenu possible vraiment. Là. Fait qu'on a eu des super musiciens. Max Bellavance, Alex Lapointe. Max Bellavance à la batterie, Alex Lapointe à la basse, Jean-Sébastien Chouinard, qui est un gars de Rimouski, à la guitare, Dan Toin au clavier. Puis c'est ça, avec Gauthier Marinoff comme réalisateur. Puis j'ai eu la chance aussi que un de mes grands idoles, Ariel Posen, vienne jouer de la guitare sur une des chansons en studio aussi. Et qui a produit l'album? C'est ma maison de disques Ad Litteram à Montréal. Je suis très chanceux de les avoir avec moi. Vous avez aussi un nouveau clip qui est présentement disponible? Oui, on a sorti un clip pour la chanson qui s'appelle À demain. Pour plein de bonnes raisons. Tu sais, c'est pas un extrait radio puis tout ça, mais c'était une façon pour moi de me garder un beau souvenir justement de la venue de Ariel Posen, mon idole, qui est venu jouer de la guitare sur la chanson. Fait que c'était une façon de sortir un clip, sortir du matériel, mais aussi pour moi de me garder un beau souvenir de la fois où j'aurais passé une journée avec mon idole en studio. Tu sais. À demain. Seras-tu un grand coureur, bon docteur ou un chanteur? Deviendras-tu le plus rapide à réparer ou bien à briser les cœurs? Ce soir, tu nous présentes cet album à la salle de spectacle New Richmond. Qui est avec toi pour te soutenir? Ce soir, c'est important pour moi de le faire chez nous, de faire un lancement chez nous avec, tu sais, à la salle de chez nous. J'aurais pas fait ça à nulle part ailleurs qu'ici. Avec des musiciens de chez nous, c'est des gars que j'ai dans ma poche en arrière depuis quelques années déjà. Donc, on a Pat Dugas à la batterie, David Bélanger à la guitare, M. Lou comme choriste, qui est une autrice, auteure, compositrice, interprète de la Baie des Chaleurs aussi. On a Jean-Guy Leblanc à la basse, puis Christian Leblanc au clavier. Fait que des bons vieux chums, musiciens en qui j'ai confiance, qu'on a pu répéter dans notre coin, jouer dans notre coin, puis tout ça. Fait que ça me tenait à cœur de faire ça de cette façon-là. Et peux-tu me dire où est-ce qu'on peut se procurer l'album? L'album est disponible en copie physique chez Audiostop Disquaire à New Richmond. Encore une fois, c'est une place qui me ressemble, je trouve. J'ai été les visiter, puis les propriétaires Benoît puis Jean-Marie,
c'est des super gars, des passionnés qui ont à cœur la musique de par ici, puis tout ça. Fait que c'était important pour moi de trouver une place comme ça. J'ai été chanceux, il y en avait une dans la baie des Chaleurs. Fait que la copie physique est en vente là, puis sinon, c'est disponible partout sur toutes les plateformes. Eh bien, merci beaucoup. C'est gentil, merci à toi. À Rawdon, depuis 1978, la Saint-Patrick, ça se fête en grand. Et cette année, c'est 3 jours d'activités qui sont prévus du 14 au 16 mars prochain. Danny Bérubé, de CTB-TV. Jeudi de la semaine dernière, le Sim Irish Pub de Joliette était plein à craquer pour la conférence de presse de la programmation du Festival de la Saint-Patrick de Rawdon. Pour débuter la soirée, les invités ont eu droit à une prestation de la chorale du Sapin Vert. La conférence, animée par nul autre que l'animateur, conférencier et comédien Pascal Babin, a invité en premier lieu le maire de Rawdon, M. Raymond Rougeau, à prendre la parole. Merci. Ouais, il en profite, il veut se vanter, mais ça vient pas de lui, ça. Ça vient de l'entraînement. On répare une blessure d'entraînement, mais après ça, on va... Comment? Alors, très heureux d'être ici. Très heureux de vous voir en si grand nombre pour le lancement officiel des festivités de la Saint-Patrick. Je vais commencer tout d'abord, on va parler plus proche. Alors, tout d'abord, je vais en profiter pour saluer, mesdames, messieurs les préfets, mesdames, messieurs les maires de la MRC Matawini, chers collègues élus de la municipalité de Rawdon, j'ai Josiane Girard qui est ici. Madame Girard, levez votre main, s'il vous plaît, merci. Et Monsieur Jean-Christophe Carpentier, le petit-fils d'Édouard Carpentier. Non, c'est pas vrai. C'est un grand bonheur d'être ici, de vous voir en si grand nombre réunis pour le lancement de la programmation 2025 du Festival de la Saint-Patrick de Rawdon, d'ailleurs qui est présenté par la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Waro, notre partenaire majeur pour les 3 prochaines années. Alors, important à souligner, on remercie beaucoup la Caisse Desjardins de la Waro. Le Festival 2025 s'active déjà dans l'anneau d'hier par la présentation d'un conte dans les bibliothèques des villes et municipalités issues de 6 MRC de l'anneau d'hier, dont Joliette, Dautrey, l'Assomption, Les Moulins, Montcalm et Matawini. Alors, on prend de l'ampleur, on était plus local. Cette année, on est rendu régional et peut-être un jour international. Osons rêver. Rawdon est fier de fêter ses racines irlandaises. Et ce festival, c'est bien plus qu'une parade. Originalement, la Saint-Patrick, ça se fêtait avec une parade à Rawdon qui durait un après-midi, puis c'était formidable. Mais depuis quelques années, on est rendu à un festival qui dure 3 jours. Et c'est magique ce qui se passe à Rawdon. L'ambiance, les gens sont de la partie, sont de la fête, tout le monde y met du sien. Alors c'est vraiment, on sait dans le temps des fêtes, Noël, c'est vraiment féerique. Mais le festival Saint-Patrick, c'est aussi féerique. Alors c'est important, si vous voulez inviter des amis qui ne restent pas dans le coin, venez voir ça, venez fêter ça ensemble. Ils vont trouver que Rawdon sait accueillir ses visiteurs. Plusieurs partenaires ont pris la parole lors de cette conférence de presse, dont la directrice générale pour la Caisse Desjardins de Montcalm et de Waro, Mme Louise Lauzon, ainsi que Mme André Martel, propriétaire de Liquidation 125, et le président et chef de la direction du groupe Santé Arbec, M. Paul Arbec. Pour terminer cette conférence, Mme Andrea Goulet est venue nous parler des nouveautés qu'il y aura cette année au festival. Bonsoir. Le festival, c'est bien plus qu'une parade. C'est une communauté fière et mobilisée pour la mise en place de cet événement signature de la municipalité. C'est la réalisation d'initiatives et de projets uniques qui font que Rawdon se démarque des autres festivités de la Saint-Patrick à travers l'anneau d'hier
et j'oserais dire même à travers la province. Par exemple, la tournée des contes irlandais des Jardins, de retour cette année dans les 6 MRC de la Naudière. La mise en place de cet incroyable projet, l'exposition La présence irlandaise à Rawdon, d'hier à aujourd'hui. Cette exposition met en valeur le parcours des immigrants irlandais à Rawdon sur une période de près de 200 ans. Ce projet a été possible grâce au travail minutieux de la Société d'histoire de Rawdon et de l'historien... Je crois qu'on a un membre parmi nous. Et de l'historien M. Simon Jolivet. Le festival, c'est aussi 3 jours d'activités avec concerts, soirées festives, activités familiales, sportives, expositions, parades et bien plus. Avant de quitter la conférence, j'en ai profité pour aller m'entretenir avec M. le maire, qui est bien fier de son festival. Mais en premier, je voulais en savoir un peu plus sur cette blessure. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, mais oui, vous est arrivé quelque chose? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, ben, c'est une blessure à l'entraînement. Je m'entraîne encore 28 jours par mois. Et en m'entraînant, ben, j'ai déchiré un ligament dans l'épaule. Fait que j'ai subi une opération pour réparer. Fait que j'en ai pour 6 semaines comme ça. Après ça, la physio. Mais c'est correct. Oui, ça va bien? Ça va bien. Ça va bien, la Saint-Patrick, ça va bien. Bien, effectivement, puis vous semblez être un maire très, très dévoué pour ce festival-là, hein? C'est un festival, en fait, on voulait que Rawdon se démarque avec son festival de Saint-Patrick. On est le 3e plus gros festival de Saint-Patrick dans la province de Québec. Et on voulait que, quand on associe à Saint-Patrick, ben on ne pourra pas penser ailleurs que Rawdon, c'est à Rawdon que ça se passe. Mais c'est pas la première année. Ça fait combien d'années que vous faites ce festival? Ah, ça fait... Ben, en fait, le festival, ça ne fait que... C'est la 3e ou 4e année que c'est un festival. Avant, il y avait la fête à Saint-Patrick. C'était sur une journée, puis c'était une parade et tout ça. Mais depuis quelques années, on a développé un festival sur 3 jours. Fait que c'est ça, c'est rendu un événement, pas d'une journée, là, c'est sur 3 jours. J'imagine que vous attendez plusieurs personnes, ce festival-là. L'an passé, l'an passé, toutes les festivités, tous les événements entourant la Saint-Patrick étaient à guichet fermé. C'était plein. Et le jour de la parade, on avait plus de 10 000 personnes sur la rue Queen de la parade. Cette année, on s'attend encore davantage parce que là, jusqu'à l'an dernier, on était plus local. Là, on est allé régional. Fait qu'on va dans l'autre MRC puis d'autres villes. Fait qu'on s'attend encore plus de monde cette année. Ça va être plus gros. En tout cas, on vous souhaite un super beau festival, puis on espère que les gens vont beaucoup s'amuser comme les années précédentes. Merci beaucoup. Ça ne peut pas faire autrement. Quand les gens arrivent au festival de la Saint-Patrick, les gens sont festifs, sont joyeux, c'est familial. C'est le printemps. Écoute, tout est en lien pour que ça soit un gros succès. Ben moi, je vous laisse le mot de la fin pour inviter les gens à venir vous voir. Écoutez, si vous voulez passer un beau moment, Rawdon, on est très accueillants. Profitez-en pour notre festival de Saint-Patrick. Consultez notre site web pour tout l'horaire des festivités et on vous invite en grand nombre à venir faire partie de ce grand festival qui est la Saint-Patrick 2025 à Rawdon. Tout le Québec est donc attendu pour fêter avec la communauté radonnoise la Saint-Patrick du 14 au 16 mars prochain. On retrouve tous les détails du festival sur le site Internet de la municipalité à l'adresse rawdon.ca. Bonne Saint-Patrick! C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.